vous parler ce soir des 3 erreurs de l'école dans l'apprentissage des maths et surtout, comment y remédier. Alors j'ai mis à la maison, évidemment, ce webinaire s'adresse aussi aux professionnels de l'éducation ou de la rééducation. Parce que, évidemment, si vous êtes enseignant, eh ben, vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes avec vos élèves. Mais si vous êtes parent, sachez qu'il est encore possible de le faire à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de tomber sur des enseignants qui ne commettent pas ces erreurs. Alors, vous vous demandez peut-être qui je suis. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà depuis quelque temps, d'autres peut-être pas. Eh bien, je suis formatrice à la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans, les 3-6 ans et les 6-12 ans. Je suis aussi facilitatrice en discipline positive pour les parents et la classe. Et j'ai eu jusqu'à 5 enfants en instruction en famille Montessori. Et aujourd'hui, j'en ai encore 3. Et c'est notre 11e année d'instruction en famille et notre 4e année de co-schooling. Alors évidemment, cette année, je suis à la fois en instruction en famille et en co-schooling, ça dépend des enfants. Et puisqu'on va parler de maths ce soir, il me paraissait légitime de vous parler de mon parcours en maths, que vous sachiez un petit peu sur quoi je me base pour vous parler de tout ça. J'ai fait les classes prépa et je suis diplômée de Normal Sup en maths info. J'ai fait une thèse en logique mathématique et informatique à l'école polytechnique, que j'ai décidé d'arrêter en cours de route pour passer à d'autres projets professionnels. Et on m'a... Ah pardon, Mélanie, vous me demandez ce que c'est que le co-schooling. Le co-schooling, c'est quand on cherche à compléter les enseignements reçus à l'école à la maison. Donc ça peut être approfondir des notions, ça peut être les voir d'une autre manière, ou ça peut être d'apprendre d'autres choses à la maison que ce qu'on apprend à l'école. Bon, c'est un mot D'accord, un petit merci. peu Ok. nouveau et compliqué pour désigner des choses qui existent depuis très longtemps. Alors, vous pouvez le voir en bas, on m'a demandé à plusieurs reprises si j'avais la bosse des maths. Et je vous avoue, c'est quelque chose qui m'a toujours fait lever les yeux au ciel, parce que ça n'existe pas, en fait, la bosse des maths. Mais c'est vrai que euh, mon parcours, je l'attribue en grande partie à mes premières années de scolarité en maternelle primaire, dans des classes Montessori. Et je pense que non, la bosse des maths, ça n'existe pas, et qu'en revanche, on peut utiliser de bonnes méthodes pour permettre à tous les enfants de développer leurs compétences logico-mathématiques. Alors, cela étant dit, faisons un petit point, c'est la partie 0, sur l'enseignement des maths en France aujourd'hui. Et on va pas se mentir, il va plutôt mal, à de nombreux points de vue. Premier constat, les Français sont mauvais en maths. D'après l'étude PIAAC, pilotée par l'OCDE, alors PIAAC, en français, ça veut dire Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. Près des 3 quarts des adultes français ne maîtriseraient pas les notions de base en mathématiques. Numération, addition, division, enfin les 4 opérations en fait. Proportionnalité, pourcentage et fraction simple. Donc en gros, ce qui permet d'aller acheter son pain à la boulangerie et de calculer combien valent les 30% qu'on nous offre pendant les soldes. Vous voyez, des calculs très simples. Et la France est classée 19e sur 24 en test de numératie. Donc la numératie, vous voyez ça comme les compétences en numération et dénombrement, etc. C'est comme la littératie, les compétences en lecture, écriture. La numératie, ce sont les compétences en mathématiques au sens mathématiques de base, numération, opération. Donc, vous voyez que c'est pas très très brillant au niveau des adultes, des enfants non plus d'ailleurs. Et pourtant, nous sommes le 2e pays au monde pour les médailles Fields, juste derrière les États-Unis et très très loin devant tous les autres pays. Les médailles Fields, si vous ne les connaissez pas, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, mais on a cet équivalent, euh, voilà, qui est décerné chaque année à plusieurs mathématiciens qui ont connu des avancées importantes. Et je voulais vous en présenter 3 parmi ceux-là, parmi donc des médaillés Fields français. Wendelin Werner, qui a eu la médaille Fields en 2006. J'ai étudié les probabilités avec lui. J'ai fait tout un séminaire de probabilité avec lui à Normal Sup. Vous avez Cédric Villani en 2010. Vous avez sûrement entendu parler de lui.
dans les conseils scientifiques de l'éducation nationale. Il a fait un rapport sur l'enseignement des maths en France. Après sa médaille Fields, il a plus ou moins arrêté la recherche en mathématiques et il s'est consacré à la didactique des mathématiques, comment transmettre les mathématiques, comment les enseigner. Il s'est aussi investi en politique depuis, mais avec un grand attachement à l'éducation et la recherche, sur l'éducation et la recherche. Et puis vous avez Hugo Duminil-Copin, qui lui a remporté la médaille Fields très récemment en 2022 pour son travail sur des modèles de particules en interaction, donc avec des applications en physique-chimie. Bah, c'est un camarade de promo, en fait, tout simplement. On est rentrés en même temps à Normal Sup, on était dans la même promo de maths. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a des compétences en France. On a quelques chercheurs qui arrivent au plus haut niveau mondial, mais l'essentiel, la masse des adultes et des enfants en France n'ont pas des compétences suffisantes en maths. Comment ça se fait? Alors déjà, petite explication, c'est que les maths deviennent de plus en plus élitistes. Tous les médaillés Fields que je vous ai présentés là sont fils de profs. Et il se trouve que moi aussi, je suis fille de prof. Et c'est un élément important parce qu'on observe aujourd'hui que les enfants d'enseignants, les enfants de professeurs, réussissent mieux dans leurs études que les enfants de toutes les autres catégories professionnelles. Les maths sont devenus aussi un outil de sélection. Alors on a essayé de transformer ça avec le jeu des options au lycée, mais j'imagine que toutes les personnes qui sont là ont connu les bacs S, L, ES ou des équivalents un peu plus anciens. Euh, les maths sont devenus un outil de sélection. Les meilleurs élèves allaient en S. Les maths sont un outil de sélection en première année de médecine. Bref, il y a un côté, il y a un enjeu énorme à maîtriser les mathématiques. Et puis, on fait des mathématiques une matière plus importante que les autres. Je vais vous donner deux petits exemples. Premier exemple, j'ai une fille qui est en horaire aménagé dense, ce qui veut dire que son collège a adapté les horaires de cours pour qu'elle puisse normalement suivre un nombre d'heures de cours assez conséquent au conservatoire en danse. Et il se trouve que elle avait besoin d'assister à un cours qui se déroulait pendant une heure de maths. L'emploi du temps n'avait pas été totalement adapté. Et donc, j'ai contacté le principal de son collège pour demander s'il était possible qu'elle saute cette heure de maths. Elle fonctionne très bien en mathématiques, il n'y avait pas de difficulté particulière. Elle m'avait dit qu'elle pourrait rattraper son cours sans problème. Eh bien, le principal m'a dit: «Ah non, non, ça va pas être possible. Si encore ça avait été art plastique.» Vous comprenez, c'est des maths. J'allais dire, je la regardais avec des grands yeux. Non, parce que c'était au téléphone. Mais je la regardais avec des grandes oreilles. Je me suis dit: mais en fait, l'art plastique, c'est la matière préférée de ma fille. Il n'aurait pas été question de rater cette heure-là, en fait, dans la semaine. Surtout que c'est une heure dans la semaine. Alors que là, les maths, c'est une heure parmi, je ne sais plus combien, alors quatre, je pense, 4 heures de maths dans la semaine, qu'elle pouvait facilement rattraper. On ne peut pas vraiment rattraper l'art plastique, enfin, c'est compliqué. Donc, vous voyez, il y a quand même cette image qu'il y a des matières importantes, le français et les maths, puis le reste, bon, c'est accessoire. Donc, on met une pression sur les enfants là-dessus. Et dans tous les contrôles pédagogiques que l'on subit, nous, en tant que famille, en instruction en famille, donc tous les ans, nous sommes inspectés. Eh bien, nous sommes inspectés essentiellement sur le français et les maths. Disons que sur 2 heures d'inspection, on va passer 1h45 sur le français et les maths, puis peut-être un quart d'heure sur l'anglais. Histoire géo, c'est quoi ça? Jamais entendu parler. Le français et les maths. Et puis, on a cette mentalité qui devient une prophétie autoréalisatrice que de toute façon, il n'y a que les tronches qui sont bons en maths. Donc, vous voyez, les maths ont ce côté très élitiste. Il y a une grande pression qui se développe sur les enfants et un côté très, très problématique au statut des maths en France. Ah si, un dernier point que je voulais aborder aussi, c'est que la France est l'un des pays où les résultats en maths des élèves sont les plus corrélés au statut socio-économique. Donc, on le sait de manière générale, les enfants qui viennent de milieux socio-économiques plus favorisés réussissent mieux à l'école. Ok.
C'est le cas en France, c'est le cas dans à peu près tous les pays du monde. Mais en France, cette corrélation est plus forte que dans quasiment tous les autres pays du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est dans un milieu socio-économique favorisé, déjà les parents peuvent apporter un soutien scolaire eux-mêmes, une aide aux devoirs, peuvent expliquer les concepts mathématiques aux enfants, peuvent leur faire des maths autrement à côté de l'école. Ben, c'est justement un cas de co-schooling, hein, Mélanie, c'est une bonne illustration, où ils peuvent payer des cours particuliers de soutien à leurs enfants. Donc c'est bien la preuve que le système scolaire abandonne nos enfants et que ça n'est pas grâce à ce système scolaire qu'ils vont réussir en maths. S'ils réussissent en maths, c'est grâce à ce qu'il y a à côté, malheureusement. Autre gros souci qui me tient particulièrement à cœur parce que justement j'ai été une de ces filles dans un univers de matheux. Je peux vous dire que plus vous montez les classes, déjà vous êtes en première S, terminale S, vous avez beaucoup moins de filles dans la classe. Et puis vous arrivez en classe prépa, alors là, c'est encore pire. Et puis, alors Normal Sup, c'est amusant parce qu'il y a à la fois des élèves littéraires et des élèves scientifiques, il y a plein de départements différents. Et donc, dans les départements littéraires, il y a plus de filles. Dans les départements scientifiques, il y en a moins. Eh bien, il y a donc des inégalités extrêmement fortes entre les garçons et les filles vis-à-vis des maths. Un exemple tout simple qui montre, parce que parfois on se dit, bon, il y a peut-être des différences au niveau du cerveau qui feraient que les garçons auraient naturellement une intelligence logico-mathématique plus développée que les filles. Un exemple tout simple qui montre que ça n'est absolument pas le problème, si vous donnez un problème de géométrie en le présentant comme un problème de dessin, c'est-à-dire que vous oubliez le mot géométrie, c'est un problème de dessin, les filles réussissent mieux que les garçons. Vous présentez le même problème comme un problème de géométrie, les garçons réussissent mieux que les filles. J'avoue que quand j'ai découvert cette étude, j'ai trouvé ça hallucinant et merveilleux à la fois, parce qu'on peut se dire, bon, ça veut dire que la solution, elle n'est pas si compliquée que ça. Il y a beaucoup une histoire de prestige dans dans beaucoup de domaines où il y a une inégalité entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Par exemple, au début de l'informatique, euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où le décryptage des codes était une activité fondamentale dans la guerre, vous aviez un centre de décryptage qui s'appelait Bletchley Park en Angleterre. Eh bien, il y avait 80% de femmes qui y travaillaient. Et en particulier pour utiliser les machines, les premiers ordinateurs qui aidaient à décoder ces codes. Parce que l'informatique était considérée comme quelque chose d'assez euh, dévalorisant. Il y avait des grosses cartes à puce à mettre dedans. Il y avait un côté un peu technique, un peu secrétariat. Vous voyez, ça collait bien pour des femmes. Donc, on laissait les femmes s'occuper de ça. En fait, c'était de la technologie de pointe, hein. Aujourd'hui, à l'inverse, on n'a plus que 24% de femmes dans le numérique. Et je dis bien dans le numérique, c'est-à-dire même pas dans l'informatique. Vous avez par exemple des graphistes, des gens qui ont un côté plus artistique, euh, gens parmi lesquels on trouve plus de femmes que dans la partie programmation et informatique pure et dure. Et ça, c'est très souvent le cas, c'est la même situation dans la cuisine. Il y a plus de femmes qui cuisinent au quotidien, mais les grands chefs sont quasiment tous des hommes. Voilà. Donc il y a un petit peu la même chose avec les mathématiques. L'informatique, en fait, ça repose sur les mathématiques. Donc, vous voyez, tant qu'on considérait que l'informatique, c'était quelque chose de peu valorisant, c'était une affaire de femmes. Maintenant que c'est quelque chose de valorisant, de scientifique, de technique, ça devient une affaire d'hommes. Bon. Ce qu'on retrouve aussi, et ce qui nous a été montré par l'enquête PISA 2012, là aussi une enquête réalisée dans le cadre de l'OCDE, il y a 78% des filles françaises qui ressentent de l'anxiété vis-à-vis des maths. C'est le plus haut score de l'OCDE. Voilà un petit peu où on en est au niveau des élèves. Et malheureusement, chez les profs, c'est pas beaucoup mieux. Il faut savoir que 80% des profs de primaire viennent d'autres domaines que des sciences. Or, ils doivent enseigner les sciences. Donc, on pourrait dire qu'à peu près la moitié des matières sont des matières littéraires, ou mettons un tiers des matières littéraires, un tiers des matières scientifiques, un tiers des matières artistiques. Ben, en fait, là, non, on n'a que 20% de profs de primaire qui ont fait des sciences. Donc, on n'a pas cet équilibre parmi les profs eux-mêmes.
Quant au CAPES de maths en 2023, eh bien la barre de l'admissibilité, donc après les épreuves écrites, elle était à 5 sur 20. La barre d'admission, donc après l'oral, elle était à 8 sur 20. Et le pire, c'est qu'on est loin d'avoir pu attribuer tous les postes. Donc en fait, on a été contraint de mettre ces barres très très basses. Et malgré ça, on n'a pas pu remplir tous les postes et on manque de profs de maths. Je vous précise deux, trois petites choses sur ces notes parce que vous vous dites peut-être, oh là, le CAPES de maths, c'est peut-être quelque chose de très compliqué. Alors déjà, en ce qui concerne l'oral et l'admission, il y a une épreuve vraiment scientifique, pédagogique sur les maths et une épreuve qui est un entretien avec le jury et qui comprend en particulier toute la partie sur le respect des lois de la République, la laïcité, etc. Cette épreuve-là est souvent très bien réussie. La note la plus attribuée était 15. L'épreuve de mathématiques, réellement, la leçon de mathématiques, la note la plus attribuée, c'était 7 sur 20. Donc, tout ça pour dire que les professeurs de maths, et là, donc, cette fois-ci, CAPES, on parle du collège et du lycée, ont eux-mêmes un niveau lamentable en mathématiques. Exemple de question qui était proposée à l'oral. Vrai ou faux, la somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Les trois quarts des candidats se sont plantés. Ils ont répondu faux. Donc voilà, je vous laisse méditer. Si vous ne vous rappelez plus ce que c'est qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire euh, avec un nombre fini de chiffres après la virgule, ou aucun chiffre après la virgule. Les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, etc., sont des nombres décimaux aussi. C'était pourtant pas si compliqué que ça. Donc le bilan, malheureusement, il est assez catastrophique. Alors, je vous propose de respirer un bon coup parce qu'on va attaquer donc les fameuses trois erreurs spécifiques dont je vous parlais. Alors, je vais essayer quand même de rendre ça un petit peu plaisant. On va mettre ce bilan catastrophique derrière nous et on va aussi se concentrer sur des solutions. Je ne vais pas me contenter de vous parler des erreurs. Alors, j'aurais besoin, pour la suite, pour cette première erreur, qui consiste à apprendre les tables d'addition, les tables de soustraction, les tables de multiplication, comme des consignes, des comptines, pardon. J'aurais besoin pour ça d'un cobaye. Est-ce que quelqu'un voudrait bien jouer le jeu et tenter l'expérience? Vous pouvez juste vous manifester comme ça, activer votre micro et me dire quel est votre nom parce que je vous repère. Alors, qui veut bien jouer le cobaye? Je vous assure, il n'y a pas besoin de compétences mathématiques, aucune. Moi, je veux bien, Gwenaël. Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez, je vais mettre ma vidéo parce que je crois que j'ai Ah, un... volontiers. Ah, voilà, oui, je vous vois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà ce que je vais vous demander de mémoriser. Voilà. Imaginez que c'est un carnet d'adresses avec des adresses personnelles et des adresses professionnelles. Vous pouvez tous essayer, hein, on va pas laisser Gonelle toute seule. Charles David habite rue Guillaume. Charles Guillaume habite rue Albert Zoé. Guillaume Étienne habite rue Albert Bertrand. Et puis les adresses professionnelles. Charles David, toujours le même, hein, travaille rue Albert Bertrand. Charles Guillaume travaille rue Bertrand Albert. Guillaume Étienne travaille rue Charles Étienne. Allez, je vous laisse juste les trois premières déjà. Je vous laisse essayer de retenir les trois premières. Et puis quand vous êtes prête, Hyper dur. donc Charles David habite rue Guillaume, Charles Guillaume habite rue Albert Zoé, Guillaume Étienne habite rue Albert Bertrand. Ok, on peut essayer. Je vais me rater, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on y va. Alors, Charles David habite rue Guillaume. Charles Guillaume habite rue Albert Bertrand. Je me suis déjà bourrée, je crois. Euh, Albert Zoé. non, rue Albert Zoé, voilà. Bon, bref. Je sais pas Alors, la dernière. absolument zéro jugement.
Je pense que tout le monde se serait planté. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a posé problème dans tout ça? Bah, la répétition, en fait, surtout. Oui, De peut-être la qu'à la limite, il y a des... réutilisation du même nom à différents endroits dans la phrase. Ouais. Oui, peut-être que si ça avait été que des noms différents, ça aurait été plus facile, paradoxalement. Ouais, je pense, ouais. Et la suite est encore pire, hein. Ouais, Charles oui, David, la Rue suite, la Albert suite est pire. Bertrand. Ouais, oui, la suite est pire, ouais. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ce jeu un peu bizarre. Imaginez que ce carnet d'adresses, en fait, il représente les tables d'addition et de multiplication. Je vous explique comment il a été construit. Cette petite expérience, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle vient du livre La Bosse des maths de Stanislas Dehaene. Mais je trouve que c'est un exemple qui est très parlant. Imaginez que le zéro, c'est Zoé, parce que ça commence par un Z. Ensuite, le un, c'est Albert, parce que A, c'est la première lettre de l'alphabet. 2, Bertrand, parce que le B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. 3, Charles. 4, David. 5, Étienne. 6, François. 7, Guillaume. Que les adresses personnelles, ça représente les tables d'addition, et les adresses professionnelles, les tables de multiplication. Par exemple, là, il y a l'exemple de la table de 2. Une fois 2, je dirais Albert Bertrand travaille, et là, il faut que je cherche 2, rue Bertrand. 2 fois 2, ça me ferait Bertrand Bertrand travaille rue, 2 fois 2 égale 4, David. Vous comprenez le principe? Alors, si on reprend ce principe, voilà. Quand je disais Charles David habite rue Guillaume, en fait, ça représente 3 plus 4 égale 7. Charles Guillaume habite rue Albert Zoé, c'est 3 plus 7 égale 10. 1, 0. Guillaume Étienne habite rue Albert Bertrand, 7 plus 5 égale 12. Charles David travaille rue Albert Bertrand, 3 fois 4 égale 12. Charles Guillaume travaille rue Bertrand Albert, 3 fois 7 égale 21. Guillaume Étienne travaille rue Charles Étienne, 7 fois 5 égale 35. Je fais ce parallèle parce que, évidemment, depuis notre enfance, on a fini par les acquérir, ces tables d'addition et de multiplication. Parfois au prix de multiples efforts. Mais on voit bien que quand on convertit ça dans un nouvel apprentissage, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qui repose sur le même principe, ben, on n'y arrive pas. C'est quand même extrêmement difficile. Alors, effectivement, c'est difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce que le cerveau fonctionne par association. Donc, si vous prenez par exemple une opération comme 7 fois 8, le cerveau va activer toutes ses connaissances autour des nombres 7 et 8. Donc, il va chercher toutes sortes de résultats qui viennent de la table de 7, de la table du 8. Par exemple, 42, hein, 6 fois 7. 49, 7 fois 7. Il sait qu'il y a le 56 quelque part. Il sait qu'il y a le 63, il y a peut-être 72, il y a 48. Tous ces nombres ont un lien avec 7 ou avec 8. Et ils sont à peu près dans l'ordre de grandeur qu'on pourrait attendre de 7 fois 8. Hein, on se doute que 7 fois 8, c'est quelque part par là. Et du coup, dans le cerveau, il y a des connexions neuronales entre tous ces nombres et 7 fois 8 qui existent déjà. Et on pourrait encore en avoir d'autres. Il y a aussi tous les nombres qui se terminent par 7, les 47, 57, 67, 77. Ceux qui se terminent par 8, 48, 58, 68. Il y a 78, 7 fois 8, 78, 7 fois 8, 87. On associe, on intervertit les nombres. Tous ces nombres ont un lien avec l'opération 7 fois 8. Du coup, c'est extrêmement difficile pour le cerveau de faire son choix entre toutes ces possibilités pour 7 fois 8. Le souci, en fait, c'est que on apprend, enfin le souci, si on réfléchissait uniquement comme ça, on n'y arriverait pas. Ce qui nous sauve dans une certaine mesure, c'est qu'on retient par mémoire verbale. On apprend ça un petit peu comme un poème. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, on ne dit pas le égal quand on apprend les tables. 3 plus 2, 5, 3 plus 3, 6, 3 plus 4, 7. Et on utilise souvent cette intonation particulière des tables. Ça nous aide à rentrer dans cette dynamique de poème, quelque part. Mais ça peut avoir des effets pervers. On va faire un petit test qui, là aussi, est extrait de La Bosse des maths, hein, toujours de Stanislas Dehaene. Euh, Est-ce que
Alors, vous allez répondre dans votre tête. Ou si vous avez le micro qui est désactivé, vous répondez directement à haute voix. Je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander d'y répondre le plus vite possible. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 16 et 16. 32, Maintenant, je vais vous demander de choisir un nombre entre 12 et 5 et de le mettre dans le chat. Vous le choisissez le plus vite possible et vous le mettez dans le chat. Un nombre entre 12 et 5. Alors, je ne suis pas encore en train de regarder le chat, mais si mon test a fonctionné, je vois qu'il y a 9 réponses, mais je n'ai pas encore cliqué dessus. Il devrait y avoir une majorité de 7. Ah, ah, bon, c'est quand même. une petite majorité de 7. Toute petite. Non, c'est pas entre 5 et... La raison pour laquelle certaines d'entre vous, je pense, ont mis 7, c'est à cause du nombre entre 12 et 5, qui vous incite à penser à 12 moins 5. Ah, Alors, je précise que c'est... Normalement, on aurait dû dire entre 5 et 12. Hein. C'est volontairement que je mets le 12 avant le 5, parce que ça incite à penser à cette opération-là. Et les opérations d'avant avaient juste pour but de vous mettre dans un état d'esprit où vous alliez répondre très vite. Alors, la raison pour laquelle certains d'entre vous ont choisi 7, c'est que votre cerveau a enregistré les mots 12 et 5 dans cet ordre-là et qu'il a associé ça à l'opération qu'il connaît, 12 moins 5 égale 7. Voilà. Bon, tout le monde n'a pas choisi ce chiffre 7, mais il y en a quand même peut-être un peu plus que les autres. Et je remarque que l'autre, c'est 8. 8 qui est un chiffre qui était présent quand même juste avant, parce qu'on faisait 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. 8 et 8. Donc vous l'avez plus entendu que les autres. Entre 5 et 12, c'est le seul nombre que vous avez entendu juste avant. Donc entre 7 et 8, on a quand même la grande majorité des réponses. Et donc vous voyez que la façon dont vous avez appris les tables, elle repose comme ça sur des liens verbaux, un lien verbal. Le problème, c'est que vous allez du coup avoir beaucoup de rimes. C'est ce qu'on a vu avec le carnet d'adresses. Beaucoup de similarités sonores dans les opérations. Par exemple, 6 x 8, 48. Ok, 6 x 8, 48, c'est bien, ça rime. Mais 8 x 6, 46? Non. Et 7 x 8, c'est 56 ou 58? C'est pas évident. Et 9 x 6, ça fait 54, ça fait 56. Très vite, on se retrouve perdu dans ces nombres-là, en particulier parce qu'il y a des choses qui se passent autour de 6 et de 8. Et qu'on entend ce son I qui reste à la fin, et que ça nous perd. On se perd totalement dans cette mémorisation des tables. Alors, vous allez me dire, ah mais moi de mon temps, on apprenait par cœur et j'ai bien réussi à les apprendre, mes tables. Oui et non. C'est-à-dire que souvent, je vais juste vérifier ma prochaine diapo, ouais. Souvent, on a fini par retenir des choses à force de pratiquer les opérations. Et puis, souvent, à l'âge adulte, on a encore des doutes sur les multiplications qui donnent 48, 56, 54. On a des petits doutes entre tout ça et on se raccroche à d'autres informations. Par exemple, ah bah 7 x 7, je sais que ça fait 49, parce que ça c'est un carré, c'est 7 x 7, donc on le retient mieux. Et puis du coup, bah, 7 x 8, ça va être 49 plus 7, donc ça fait 56. Ou la table de 9, on multiplie par 10 et on enlève le nombre. Par exemple, 7 x 9, c'est 70 moins 7, c'est 63. On trouve des astuces comme ça, petit à petit. Mais la mémorisation verbale, c'est un mécanisme extrêmement faible de mémorisation et d'apprentissage. Alors, ce qu'on peut proposer à la place, et à la place de cette mémorisation des tables aussi de façon linéaire, successive, qui ne vous aide pas beaucoup quand vous avez une combinaison là précise, par exemple 7 x 8. Vous n'allez pas vous réciter toute la table de 7 ou toute la table de 8. Ben, il y a d'autres façons d'apprendre ces combinaisons qui sont, à mon sens, plus efficaces. C'est ce qu'on fait par exemple dans la pédagogie Montessori.
on utilise toutes sortes de matériel pour travailler, pour construire les tables. Ici, vous voyez donc des exemples pour la multiplication, mais on a la même chose pour la division. Bah, d'ailleurs, est-ce que je ne l'ai pas? Non, je ne l'ai pas mis. On a un peu la même chose pour l'addition, pardon. L'enfant va construire les tables en utilisant ce matériel que vous voyez à droite, qui s'appelle le... Ah, j'ai le damier en tête, c'est pas le damier. C'est pas grave. Non, on ne va pas me revenir, c'est pas grave. Par exemple, si vous voulez faire 4 fois 5, eh bien, vous allez mettre 5 perles dans la colonne 1, et puis 5 perles dans la colonne 2, dans la colonne 3, dans la colonne 4. Et donc, vous allez pouvoir compter le nombre de perles que font 4 fois 5. Et donc, vous construisez avec l'enfant, l'enfant construit les tables comme ça. Donc, il a un premier passage sur ces tables, ce qui lui permet de voir combien ça fait et de voir à quoi ça correspond de façon concrète. Et puis, il va revenir travailler ces tables. Il va se rendre compte déjà que la table de 1, c'est facile. Que la table de 2, bon, on s'en sort bien quand même, hein. Et puis, donc il va très vite mémoriser les premières tables parce que ce sont des petits nombres, que c'est plus facile à visualiser, qu'il peut plus facilement compter en sautant, par exemple pour faire 3 fois 4, 4, 8, 12. Et donc, on va le faire retravailler tout ça avec ce matériel et on va le faire repasser par toutes les combinaisons possibles et imaginables, mais également dans le désordre. Il va aller piocher dans une boîte une combinaison, par exemple, 5 fois 7. Et il va aller voir combien ça fait 5 fois 7 s'il ne le retrouve pas comme ça. Et en revanche, s'il le sait directement, que ça fait 35, bah, il réécrit 5 fois 7 égale 35. Et donc, à force de retravailler toutes ces combinaisons, dans l'ordre, dans le désordre, de plein de façons différentes, déjà, il va se rendre compte que la multiplication, c'est commutatif, que 5 fois 7, c'est pareil que 7 fois 5, parce que 5 fois 7 sur ce grillage-là, c'est 5 colonnes de 7 petites perles, et 7 fois 5, c'est 7 colonnes de 5 perles. Mais ça forme le même rectangle qui est simplement tourné à 90 degrés. Donc il va découvrir ces... Oula, pardon, il y a un effet d'écho. Il va découvrir ces propriétés-là, et petit à petit, mais c'est à force de les manipuler, à force d'y être confronté, il va retenir l'essentiel des combinaisons, et celles pour lesquelles il va encore avoir éventuellement des difficultés, et ben c'est comme dit Marie, hein, dans le chat, en fait, on retrouve celles qu'on ne connaît pas avec celles qu'on connaît. Il va développer son système de mémorisation. Et ça, en fait, c'est ce que font naturellement les bons élèves quand on leur demande d'apprendre les tables par cœur. Naturellement, les bons élèves vont se forger leur propre système. Ils vont y arriver un petit peu tout seuls. Le problème, c'est qu'on a largué derrière les élèves pour qui ça n'est pas facile, qui n'ont pas de facilité dans ce domaine. Et ça, je le répète souvent, l'objectif en pédagogie, ce n'est pas de faire en sorte que pour les premiers de classe, ça se passe bien, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Et pour ça, il faut rendre les choses aussi explicites que possible. Et ça, c'est permis justement par ce mode de mémorisation des tables, qu'on ne se contente pas d'apprendre comme une comptine, parce que ça ne fonctionne pas. On aide l'enfant à trouver ses propres mécanismes d'apprentissage en lui proposant plein de façons de les travailler. Par exemple, pour l'addition, on va faire un effort particulier sur les doubles. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4. L'enfant va les travailler spécifiquement. Et on va lui faire travailler sur certains matériels qui vont lui montrer que il y a beaucoup de nombres qui peuvent se retrouver à partir des doubles. Par exemple, 4 plus 5, c'est 4 plus 4 plus 1. Donc c'est 8 plus 1, etc., etc. Que 7 plus 9, ben en fait c'est pareil que 8 plus 8. Boum, ça fait 16. Et ça n'est qu'un outil qu'on va donner à l'enfant pour pas forcément connaître par cœur, mais en fait pouvoir utiliser de façon instantanée ces résultats. J'aime pas cette appellation d'apprendre par cœur, parce que l'apprentissage par cœur, ça nous évoque justement la comptine qu'on apprend par cœur. Là, ça crée plutôt
un mécanisme instantané qui lui permet de trouver le résultat. Et c'est ce qu'on veut, c'est que l'enfant ne soit pas bloqué dans ces opérations un peu plus complexes. Alors, la deuxième erreur, c'est qu'on a tendance à partir de l'abstrait pour aller vers le concret, ou à l'inverse, de rester trop sur le concret. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Il y a eu dans les années 60-70 ce qu'on a appelé la révolution, on va dire, des maths modernes. On appelle ça les New Math aux États-Unis, les maths modernes en France. Il y a eu l'école de Bourbaki, alors une très grande école mathématique française. Nicolas Bourbaki, si vous n'en avez jamais entendu parler, petite minute culture. Pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était le nom d'un mathématicien, parce que Nicolas Bourbaki, c'est l'auteur d'une grande série de livres mathématiques qui s'appelle Éléments de mathématiques. Sauf qu'en fait, Nicolas Bourbaki, c'est un pseudo. C'est un pseudo d'un groupe de mathématiciens qui doivent tous avoir moins de 50 ans et qui ont pour but de chercher les fondations des mathématiques. Et donc vraiment, ils sont allés fonder l'ensemble des mathématiques. C'est-à-dire quelles sont les choses de base que l'on ne peut pas démontrer, on appelle ça des axiomes. On va partir de ça et on va reconstruire toutes les mathématiques par-dessus. Ils ont fait un travail phénoménal, ils ont fait énormément de choses qui sont très utiles, y compris dans l'enseignement des maths au primaire, au collège, au lycée, hein. En particulier, il y avait un gros accent qui a été mis sur la théorie des ensembles. Vous avez peut-être vu ça avec des patates. Voilà, l'intersection entre deux ensembles, l'union de deux ensembles. Mais ils ont fait vraiment un énorme développement de cette théorie des ensembles. Avec, vous voyez, des symboles, comme ceux que vous voyez ici à droite. Donc là, vous avez trois ensembles avec des intersections. Là, vous avez A union B. C'est l'union de deux ensembles. Et là, vous avez le symbole de l'ensemble vide. Sauf que tout ça, ça a été une période de formidables avancées en mathématiques. Et on a voulu rapprocher l'enseignement des maths à l'école et dans le secondaire de la recherche actuelle en maths. Donc actuelle des années 60-70. Le problème, c'est que c'était trop déconnecté du quotidien pour les enfants. Ça devenait incompréhensible. Peut-être que parmi les personnes les plus âgées parmi nous, vous avez appris à compter en base 2, en base 3, 5, 10. C'était typiquement ce qu'on faisait à cette époque-là. Alors, il y en a à qui ça plaisait, typiquement ceux qui étaient plutôt à l'aise avec les maths, mais on a largué, encore une fois, la majorité des élèves, parce que c'est beaucoup trop abstrait. C'est la même période que la période de la méthode globale, hein, ou visio-sémantique, comme on l'appelait surtout à l'époque. C'est pas une période formidable pour la pédagogie en France, malheureusement. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler de faire des maths très abstraites, je vais vous définir les nombres à partir de la théorie des ensembles. Je vais vous montrer comment on définit les nombres en mathématiques théoriques. C'était juste pour le plaisir. J'espère que ça vous sera un plaisir pour vous. Donc, quelques notations pour que vous compreniez bien. Ce rond barré, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est le néant. Il n'y a rien dedans. Et puis, pour noter un ensemble, on met des accolades comme ça autour de ce qu'on met dans l'ensemble. Par exemple, avec les accolades 3 pommes, 5 poires, accolades, c'est un ensemble. C'est un ensemble de 3 pommes et de 5 poires. Ce que j'ai à gauche, c'est l'ensemble qui contient les nombres 1, 2 et 4. Donc on peut les représenter comme ça avec un sac. Souvent, on les représente en forme de patate, parce que c'est la représentation la plus sobre, la plus simple à écrire. Avec simplement ces deux notations, ensemble vide et les accolades, on va définir tous les nombres ensemble. Ah, pardon, je suis allée en arrière. 0, ça va être l'ensemble vide. Bah, 0, c'est rien, il n'y a rien. Si je prends l'ensemble, hein, l'ensemble a un élément qui contient l'ensemble vide. Donc, c'est un ensemble qui contient un ensemble. Vous mettez un sac vide, et ce sac vide, vous le mettez dans un autre sac. Eh bien, c'est l'ensemble qui contient 0. Et ça, c'est comme ça qu'on va définir 1. Si ensuite, vous prenez l'ensemble qui contient l'ensemble vide et qui contient l'ensemble qui contient l'ensemble vide, donc l'ensemble qui contient 0 et 1, ça, on va l'appeler 2.
Et pour 3, eh ben, on continue. Donc c'est l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Ça y est, je crois que je vous ai largué. Et ça, c'est 0, 1, 2. C'est l'ensemble qui contient 0, 1, 2. C'est 3. Donc vous voyez qu'à partir de ces deux éléments, l'ensemble vide et les accolades, on peut construire tous les nombres entiers, de 0 à l'infini. Et alors, additionner, c'est passer au successeur. Donc, cette manœuvre que je fais là, c'est passer au successeur. Le successeur, c'est l'ensemble qui contient tous les ensembles qui précèdent. Eh bien, ajouter 2, c'est passer au successeur 2 fois de suite. Donc voilà, si on veut partir de l'abstrait pour aller vers le concret, c'est ça que vous faites quand vous ajoutez 2 euros à vos 3 euros. Bon, c'est sympa pour des matheux purs qui aiment la théorie. Je pense qu'on se rend compte que c'est pas forcément abordable pour des enfants. Alors je vous rassure, on n'apprenait quand même pas comme ça. Mais ça vous donne une idée. Les gens qui ont développé la pédagogie de cette époque, ce sont les mêmes personnes que celles qui ont développé ces fondations des mathématiques. Donc des gens qui étaient très à l'aise avec l'abstraction et qui n'avaient pas forcément conscience que pour des enfants, ça n'était absolument pas parlant. Alors, après les maths modernes, on a un peu basculé dans un autre excès aussi. Alors, je voudrais vous citer à ce sujet-là un extrait du rapport Villani. Si le projet des mathématiques modernes des années 60-70, issu du mouvement bourbakiste, donc je vous expliquer ce que c'était Nicolas Bourbaki, et portant sur la nature des contenus enseignés était théoriquement louable, il faut bien reconnaître que sa mise en pratique dans l'enseignement non universitaire a été un échec retentissant. En gros, c'était une bonne chose de vouloir rapprocher les mathématiques scolaires des mathématiques universitaires et de la recherche en mathématiques. C'était une bonne chose à la base, mais en pratique, c'était un échec total. Pour tenter d'y remédier, on s'est réclamé d'un autre mot d'ordre plutôt pédagogique, l'élève doit faire des mathématiques. Il est vrai que le mathématicien fait des mathématiques, et sa pratique est originale au sens qu'il crée une chose nouvelle. Mais on a trop souvent oublié que pour faire des mathématiques, il faut au préalable en avoir appris. La multiplication des activités de toutes sortes, plaçant l'élève au centre de ses apprentissages, voire de la construction de ses propres savoirs, a procédé d'une intention tout aussi louable. Oui, c'est une bonne chose de rendre l'élève acteur et de l'aider à construire son savoir. Mais force est de constater aujourd'hui que les résultats ne sont plus au rendez-vous et que les publics les plus fragiles socialement y ont plutôt perdu. Donc on a basculé dans un extrême opposé. Et encore une fois, ce sont les catégories socio-économiques les plus défavorisées qui en souffrent. Alors, si on peut résumer ces deux écueils, vous avez les maths façon maths moderne. On va de l'abstrait vers le concret. On part de concepts compliqués pour essayer d'en tirer ensuite des exemples de la vie quotidienne. Et on largue tous ceux qui n'ont pas un esprit abstrait. À l'inverse, on a les maths que j'appellerais ludiques, où là, on essaie d'aller du concret vers l'abstrait, ce qui est plutôt mieux. Mais on laisse beaucoup l'enfant livrer à lui-même. C'est vraiment à lui d'extraire, comme ça, de sa tête, les propriétés mathématiques. On espère qu'il va trouver toute seule les règles en question. Et donc ça ne fonctionne pas non plus. C'est ce qu'on appelle aussi les pédagogies constructivistes. Euh, et les pédagogies purement constructivistes ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Ça fonctionne, encore une fois, pour des élèves particulièrement brillants qui, effectivement, réussissent à trouver les règles tout seuls, mais pas pour la majorité des élèves. Alors, pour vous donner un exemple de mathématiques un peu plus ludique, voici un extrait de manuel pour vous montrer l'écueil inverse des maths modernes. Vous voyez des petits problèmes comme ça, où vous avez par exemple Alex a 2 boîtes. Dans chaque boîte, il y a 12 crayons de couleur. Combien de crayons de couleur a-t-il? C'est un manuel de CE1, je crois. Et donc voilà, à l'élève de trouver comment il va trouver la réponse pour dire qu'il y en a 24. Lisa a 12 balles. Elle donne la moitié de ses balles à Moustique. Combien de balles donne-t-elle à Moustique? Pareil. L'élève doit se débrouiller pour trouver. Et puis, vous avez d'autres exemples. Alors, je ne l'ai pas mis là en photo, mais par exemple des choses au niveau CP où on va demander à l'élève
on va lui montrer 2 dés et on va lui dire: «Dessine 5 points au total sur ces 2 dés et trouve, plein de combinaisons différentes pour faire 5 points au total sur les 2 dés». Donc en fait, on attend de l'élève qu'il dessine, 1 point sur un dé, 4 points sur un autre ou 3 points sur un dé, 2 points sur un autre et cetera. En soi, ça paraît amusant, franchement, c'est plaisant. Vous voyez un petit cahier comme ça a l'air sympathique comme tout. Sauf qu'à aucun moment, toutes les fiches sont comme ça. À aucun moment, on ne fait travailler à l'enfant, par exemple, tous les doubles. 1 plus 1 égale, 2 plus 2 égale, 3 plus 3 égale, 4 plus 4 égale. À aucun moment. À aucun moment, on ne lui fait travailler toutes les combinaisons qui font 5. 0 plus 5, 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 0. À aucun moment, on n'est exhaustif. À l'enfant de récupérer des petites bribes comme ça. Dans un exercice, il va retenir que 1 plus 4, ça fait 5. Puis dans un autre, qu'il y a 2 plus 3 qui fait 5 aussi. Et il n'y a jamais le lien qui est vraiment fait dans le travail fait par l'élève. Et c'est seulement plus tard qu'on va lui donner des supports comme celui qui est là à droite, où vous avez les tables d'addition, qui en fait sont les tables de décomposition des nombres. Par exemple, vous avez la table de 4, c'est toutes les décompositions de 4. 0 plus 4, 1 plus 3, 2 plus 2, 3 plus 1, 4 plus 0. Mais ça, c'est avant qu'il faut le présenter aux enfants. On peut le leur faire construire, mais il faut que on le leur fasse construire intégralement une bonne fois pour qu'ils aient vu ça avant de faire ce qui sont en fait des exercices d'application ensuite. Et ça, c'est le gros problème de manuels comme celui-ci. C'est CapMath, si certains d'entre vous ont ça chez eux. C'est un manuel qui est très, 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 très utilisé, malheureusement, parce qu'il est très ludique, donc il plaît beaucoup aux enseignants qui eux-mêmes, je vous le rappelle, hein, sont très mal formés en maths et sont souvent très peu compétents en maths. Donc ils aiment bien ce côté ludique. Mais pour les enfants, on fait les choses dans le désordre. Et on espère que d'eux-mêmes, dans leur tête, ils vont se construire ces tables euh, sans les leur avoir fait travailler spécifiquement. Donc ça ne fonctionne pas. Et alors, dans la pédagogie Montessori, ce que j'apprécie, moi, c'est que justement, on a un équilibre. Certes, l'enfant manipule, on part du concret, parce que c'est la base. Il faut que l'enfant comprenne ce que c'est que additionner. Additionner, c'est mettre ensemble, par exemple. Diviser, c'est partager en parts égales. Sauf que, à la différence d'un manuel comme CapMath, il y a une progression ordonnée qui est extrêmement bien pensée de façon à aboutir à toutes les compétences. C'est ce que je vous disais par exemple avec l'apprentissage des tables. On va commencer par faire construire à l'enfant l'intégralité de la table de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on va lui refaire travailler sous plein d'autres formes. Mais on ne demande pas à l'enfant de sortir de son chapeau comme ça, combien font 4 fois 7. Et donc, on passe du concret à l'abstrait, mais on rend l'abstrait explicite. On ne laisse jamais l'enfant dans le flou. On va, ce que je disais par exemple avec les doubles, on va le faire travailler les doubles et on va lui montrer explicitement ce qui se passe quand on a 7 plus 8. Que 7 plus 8, c'est comme 7 plus 7 plus 1. Du coup, ça convient aux élèves qui ont une intelligence abstraite, parce qu'on a cette abstraction qui est présente, hein, et ça convient aussi à ceux qui ont une intelligence plus concrète. Et l'avantage, c'est que chaque élève va se faire ses propres représentations mentales et adopter ses propres mécanismes, ses propres méthodes pour progresser en maths, pour faire des calculs, pour compter, dénombrer, etc. Sauf que ces mécanismes et ces méthodes, on ne demande pas à l'enfant de les construire à partir de rien, on va les lui proposer. En fait, on va lui proposer un panel d'outils, de mécanismes, de méthodes, parmi lesquels l'enfant va pouvoir faire son choix et utiliser ce qui lui convient le mieux, et les mécanismes avec lesquels il est le plus efficace. Alors, la dernière grosse erreur, à mon sens, de l'apprentissage des maths en France, et dans l'éducation nationale en particulier, c'est le manque de lien entre les différents domaines des maths. En mathématiques, vous avez de la géométrie, vous avez de l'analyse, vous avez de l'algèbre, vous avez des statistiques, vous avez des probabilités, vous avez de l'arithmétique, vous avez... Qu'est-ce que j'ai oublié? De la logique. C'est mon domaine à moi de recherche.
Qu'est-ce que j'ai pu oublier? On a fait l'essentiel des domaines. Et le problème, c'est que souvent, on se concentre sur un seul domaine, une seule représentation mathématique. Par exemple, lorsque ma dernière fille, qui a 7 ans, qui est donc en niveau début de CE1, là, cette année, a eu son contrôle pédagogique il y a quelques semaines. Et la conseillère pédagogique lui a présenté 2 groupes d'allumettes. Il y en avait pas mal, hein, à vue de nez, je sais pas, une vingtaine, de l'ordre de grandeur de 20 dans chaque groupe. Et on lui demandait de quel côté, dans quel groupe y a-t-il plus d'allumettes. Et la conseillère pédagogique avait clairement une méthode en tête qu'elle voulait voir. Elle voulait que ma fille fasse des paquets de 10. Voilà, pour elle, c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors, ok, évidemment, ça fonctionne, bien sûr. Mais ma fille, son réflexe, a été de faire 2 lignes d'allumettes. Elle les a alignées, elle fait une ligne d'allumettes, comme ça. Pas posées les unes à côté des autres, hein, vraiment euh, l'extrémité d'une allumette collée à l'extrémité de l'allumette suivante. Donc, elle a fait 2 lignes pour voir quelle ligne était la plus longue. Elle a vu ces allumettes comme des unités de longueur. Ok, ça fonctionnait, hein. Alors, c'était un peu long sur la table, donc il fallait qu'elle replie, mais ça fonctionnait. Alors, la conseillère pédagogique lui a dit, est-ce que tu voudrais pas plutôt faire des paquets? Est-ce que ça serait pas plus facile pour les comparer? Alors, ma fille, ok, elle a fait des paquets de 5. Et franchement, je la comprends. Moi, je fais la même chose quand je manipule des barrettes de 10 Montessori. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des paquets de 10, mais il y a une chance sur 2 qu'on se plante. Parce que entre 9, 10, 11, ça ne se voit pas visuellement d'un seul coup d'œil. On n'est pas capable au niveau du cerveau de faire la différence visuellement entre 9, 10 et 11. En revanche, on est capable visuellement d'un seul coup d'œil de repérer s'il y a 5 éléments. Ça s'appelle la subitisation, c'est un terme technique en mathématiques, mais si vous voyez un ensemble de 5 éléments, vous êtes capable tout de suite de dire qu'il y en a 5. Ou vous pouvez facilement voir qu'il y en a 2 et 3. C'est des mécanismes inconscients, hein, souvent qu'on a dans le cerveau. Mais donc, des paquets de 5, c'est plus reconnaissable, c'est plus facile à compter que des paquets de 10. Mais cette conseillère pédagogique, ça l'a tracassée quand même, cette histoire. Ah, elle était embêtée. Elle aurait voulu que ma fille fasse des paquets de 10. Et ça, c'est typique de ce problème. C'est qu'on voudrait que les enfants aient une seule représentation, la bonne représentation mentale des choses. J'ai fait un podcast mardi dernier sur la méthode de Singapour, qui est une excellente méthode d'enseignement des mathématiques. Le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'elle privilégie une forme de représentation, qui est la représentation par des schémas en barres, et que je trouve ça un petit peu dommage, parce que justement, on est en train de plaquer une seule représentation mentale auprès des enfants, au lieu de leur proposer un panel de représentations différentes. Et je vais vous illustrer ça avec le nombre 1000. 1000, c'est quoi? 1000, on peut le voir comme le millième entier après 0. Ça, c'est si on le voit sur une frise numérique. 1000, on peut le voir comme un produit. C'est le produit de 10 fois 100, de 100 fois 10. C'est 10 fois 10 fois 10. C'est aussi une longueur. Ça peut être une longueur de 1000 centimètres. Ça peut être une longueur de 1000 millimètres. Ça peut être 1 mètre. Ça peut être le volume d'un cube de côté 10. On peut le voir comme un volume. Ou bien ça peut être x puissance 3 dans le cas où x vaut 10. Et là, on fait de l'algèbre. Le volume d'un cube de côté 10, là, on est dans de la géométrie, ou dans de la physique même. La longueur de 1000 cm, c'est pareil, on est dans une unité physique. Ça peut aussi être f de 10 ou f de x égale x puissance 3. Donc, c'est la courbe qui est là à côté. Alors, elle a la forme de x puissance 3. Pas rigoureusement x puissance 3, parce que vous voyez que pour x égale 1, ça devrait faire 1. Mais elle a cette forme-là, x puissance 3. Donc, voilà, c'est le point d'intersection entre cette courbe et une droite verticale, là où x égale 10. Voilà, c'est un point là-haut. Ça, c'est de l'analyse. On utilise des fonctions. On pourrait aussi décomposer 10 en facteurs premiers. 10, c'est 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Et là, on fait de l'arithmétique. On voit la décomposition en facteurs premiers. On peut voir les diviseurs, etc. Là, on fait le lien entre
tous les domaines des mathématiques. Et c'est extrêmement important de garder ce lien parce que parfois, il y a des choses qui seront beaucoup plus compréhensibles pour un enfant donné dans un domaine des mathématiques que dans un autre. Par exemple, j'avais un professeur de mathématiques qui avait un esprit très géométrique. Et donc lui privilégiait les démonstrations géométriques. Et je vais vous en montrer une. Moi, à l'inverse, j'ai un esprit plus abstrait, plutôt abstrait, et plus algébrique. Voilà. Donc je suis plus à l'aise avec l'algèbre. C'est pour ça que pour moi, 1000, c'est facilement 10 puissance 3 et que je passe plus facilement aussi avec cette, voilà, cette puissance là-haut. 1000 m'évoque moins le volume d'un cube. Et ça va permettre aux enfants, du coup, d'adopter la représentation qui leur convient le mieux. Et je vais vous montrer un exemple, une petite vidéo que je trouve assez intéressante pour vous montrer comment des choses qui paraissent plutôt liées à l'algèbre, euh, est-ce que vous vous rappelez cette identité remarquable? A au carré moins B au carré, c'est égal à A plus B fois A moins B. On apprend ça normalement au collège. Et on peut le démontrer en faisant A plus B fois A moins B, c'est A fois A, plus A fois moins B, plus B fois A, plus B fois moins B. Et au final, ça fait A au carré moins B au carré. Donc on peut le faire de façon algébrique. Mais on peut le faire aussi de façon géométrique, vous allez le voir. Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons démontrer géométriquement l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Et nous allons faire cette démonstration dans le cas particulier où a et b sont des nombres réels positifs avec a strictement supérieur à b. Et nous allons commencer par considérer un carré dont les côtés ont pour mesure a, son aire est donc de a au carré, et nous allons lui retrancher un autre carré dont la mesure des côtés est b et dont l'aire est donc b au carré. Et nous allons donc retrancher ici le petit carré au grand, et l'aire qui nous reste, c'est donc a au carré moins b au carré. A au carré, c'était l'aire du grand carré vert initial, et b au carré, c'est l'aire du carré rouge que nous avons retranché. Et la forme verte que j'obtiens ainsi a donc deux côtés, les deux plus grands, qui ont pour mesure a, deux côtés qui ont pour mesure b, et les deux autres côtés, celui du bas et celui de droite, ont donc pour mesure a moins b, c'est la mesure du côté du grand carré, moins la mesure du côté du petit carré que j'ai retranché. Alors cette forme verte, je vais la partager en deux morceaux, suivant le segment que je viens de tracer ici, et ces deux morceaux, je vais les disposer autrement, comme ceci, de telle façon que si je les assemble ainsi, j'obtiens un rectangle dont la longueur mesure a plus b et la largeur mesure a moins b. Et l'aire d'un rectangle, c'est le produit de la longueur par sa largeur. J'obtiens donc un rectangle qui a pour R a plus b facteur de a moins b. Et les deux pièces vertes que j'ai ici sous les yeux, les deux polygones verts que j'ai sous les yeux, ont tous les deux la même R. J'en déduis donc qu'il y a une égalité des deux R, c'est-à-dire que a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Nous venons de démontrer l'identité remarquable dont il est question ici. Voilà. Je pense que pour certains, ça parle plus. Moi, je fais partie de ceux pour qui les lettres, ça parle bien. Factoriser, développer les équations, j'adore ça. Pour d'autres, une représentation géométrique des choses, ça parle beaucoup plus. Et je pense que c'est important de donner toutes ces représentations mathématiques aux enfants, et pas seulement une seule. Et alors, ce qui est intéressant avec la pédagogie Montessori, c'est que justement, alors j'aurais dû vous faire, vous voyez que si je refais ce webinaire, je referai une autre diapo avec justement toutes les représentations qu'on a de 1000. 1000, on a une représentation déjà sous forme de symbole, avec un 1 et 3 zéros derrière, qui est 4 fois plus long, ce symbole, que le symbole des unités de 1. Il prend la place de 4 symboles.
On a la représentation du cube de 1000, qui est un cube qui contient 1000 perles, et qui est un cube qui sur chaque côté a 10 perles. Et puis on a la chaîne de 1000, donc une représentation linéaire, etc., etc. Et puis on a aussi évidemment des cubes géométriques, euh, et ensuite on passe aussi à l'abstraction et à des cubes comme x puissance 3, etc. Si on pense à 10, 10, on en a encore plus de représentations. 10, ça peut être les grandes barres rouges ou rouge et bleu qui font une longueur d'1 mètre. 10, c'est aussi la représentation qu'on a avec les emboîtements cylindriques. C'est le cylindre le plus gros. C'est aussi le plus gros cube de la tour rose, la plus grosse marche de l'escalier marron. C'est aussi, c'est aussi la barrette de 10 perles. Ce sont aussi 10 petites perles unités, ou plus tard, donc des perles dorées. Plus tard, on utilisera des perles rouges. C'est aussi un timbre où on a écrit simplement 10. C'est aussi une perle sur un boulier. C'est tout ça, en fait, 10. Et donc, on aide l'enfant à trouver sa représentation à lui. Et on l'aide, du coup, à jongler entre tous ces domaines des mathématiques. L'analyse, l'algèbre, l'arithmétique, la géométrie, les statistiques, les probabilités, la logique, etc. Donc, je récapitule les 3 erreurs que je vous ai mentionnées. La première, c'est de vouloir apprendre j'y reviens tout de suite, Mélanie. C'est vouloir apprendre les tables comme des comptines, les tables d'addition, de soustraction, de multiplication, etc. La deuxième erreur, c'est de vouloir faire un enseignement trop abstrait ou à l'inverse, trop ludique, sans du tout introduire une vision systématique et explicite de ce qu'on veut enseigner. Et la troisième erreur, c'est de vouloir cloisonner les différents domaines mathématiques. Si je fais de l'algèbre, je fais de l'algèbre. Si je fais de la géométrie, je fais de la géométrie. Si je fais de l'arithmétique, je fais de l'arithmétique. Alors qu'au contraire, euh, la recherche en mathématiques, elle repose là-dessus. C'est qu'on fait des liens entre tout ça. Et les enfants ont besoin de pouvoir adopter les représentations qui leur parlent le plus. Alors Mélanie, oui, quelle est la différence entre les perles dorées et les rouges? Les perles dorées, c'est celles qu'on utilise dans le jeu de la banque pour représenter les unités dans le système décimal. Et les perles rouges, on va les utiliser essentiellement pour la mémorisation de la multiplication. Voilà, comme ici. Ce sont des perles rouges que l'on va utiliser pour travailler ces tables de multiplication. Rouge, tout simplement parce que Maria Montessori mettait en rouge ce sur quoi elle voulait attirer l'attention de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en rouge. Ici, par exemple, là, le nombre, il est en rouge. Ici, on a du rouge et du bleu parce qu'il y a un fort contraste entre les deux. Mais on trouve très souvent du rouge dans le matériel montessorien. Alors, j'espère que voilà, il n'était pas trop tard pour vous pour faire des maths, pour faire de la géométrie, des identités remarquables, de la théorie des ensembles, des fonctions mathématiques. J'espère que vous êtes encore à peu près honnête, à peu près au clair. Et simplement, si on veut enseigner les maths avec la pédagogie Montessori, comment on fait? C'est pour ça que moi, j'ai créé... Alors, merci Emmanuel de dire que c'était hyper intéressant. Je suis un peu soulagée parce que je sais qu'il est tard et j'ai vraiment peur de vous en avoir trop demandé ce soir. Bon. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu créer aussi bien pour les professionnels de l'éducation et de la rééducation, comme les orthophonistes, que pour les familles qui veulent pratiquer l'IEF, l'instruction en famille ou l'école à la maison, que pour les parents qui veulent aider leurs enfants dans leurs devoirs, qui veulent les aider à comprendre ce qu'ils apprennent en classe. J'ai décidé de créer donc une formation en ligne qui s'appelle Calcul Montessori pour apprendre à votre enfant ou aux enfants dont vous avez la charge le dénombrement, le système décimal et les 4 opérations. Et ça, vous pouvez la suivre chez vous et à votre rythme. C'est l'intérêt d'une formation en ligne et vous avez un accès à vie à cette formation à partir du moment où vous êtes inscrit. Ce qui permet aussi de revisiter la formation. Par exemple, si vous l'utilisez avec un premier enfant, vous pourrez la revisiter pour un deuxième ou un troisième enfant. Ou vous pourrez aller d'un module à l'autre en fonction des besoins de votre enfant aussi.
si vous voulez faire de la remédiation ou du co-schooling. Alors, le problème avec les formations, c'est que en moyenne, pas les miennes, hein, mais en moyenne, il y a 4% des personnes qui finissent une formation. Et pour lutter contre ça, moi, j'ai décidé d'offrir avec chacune de mes formations 2 mois à notre communauté qui s'appelle l'accompagnement, parentalité et instruction Montessori, dans laquelle il y a justement énormément de soutien. Alors, j'explique ce qu'est l'accompagnement et je réponds à vos questions, Cathy et Noémie. Donc, dans cet accompagnement, c'est un abonnement mensuel qui est résiliable à tout moment. Et donc, justement, avec cette formation, les 2 premiers mois vous sont offerts. Donc, ça vous permet d'accéder à l'accompagnement gratuitement pendant 2 mois pour pouvoir poser toutes vos questions. Il y a le soutien d'une communauté privée qui est extrêmement encourageante. Chaque mois, on aborde un nouveau thème. Donc, il y a plein de ressources sur l'accompagnement parce que vous avez toutes les archives qui datent déjà de plusieurs années. Et tous les mois, il y a 2 séances de questions-réponses. Donc, vous pouvez comme ça, sur Zoom, me poser vos questions et j'y réponds en direct. Alors, la formation calcul, vous me demandiez à partir de quel âge ou quel niveau scolaire. Vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas beaucoup parler d'âge. En Montessori, c'est ce qu'on travaille entre les âges de 3 et 6 ans. En termes de niveau scolaire, ça couvre l'ensemble du programme en mathématiques jusqu'au CE1 inclus. Donc, jusqu'à 8 ans. Donc, c'est pour ça que voilà, je suis obligée de donner ces 2 indications. Et dedans, vous trouverez donc tout ce qui concerne le dénombrement, tout le système décimal et les 4 opérations. C'est-à-dire que vous avez, à la fin de cette formation, si vous la mettez en pratique évidemment, votre enfant peut être capable d'additionner et de soustraire des nombres à 4 chiffres, avec ou sans retenue. Et il connaît le sens de la multiplication et de la division, et il est capable de faire des multiplications et des divisions basiques. Donc typiquement, ce qu'on pouvait voir dans le cahier CapMath là, de CE1, 12 x 2, des choses comme ça, votre enfant est capable de les faire parce qu'il comprendra le sens. Il n'aura pas encore appris les tables de multiplication. Voilà, mais ça vient plus tard aussi en termes de niveau scolaire, de programme scolaire. C'est ce qu'on fait donc en Montessori entre 3 et 6 ans, mais voilà, ça correspond à un programme scolaire qui va jusqu'au CE1 inclus. Alors, avant de répondre à vos éventuelles questions, je voulais aussi vous préciser, j'ai décidé d'essayer ça cette fois-ci. J'y reviens aussi, Noémie, dans un instant. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ce soir, ou si, en fait, ça arrive fréquemment que dans une famille, d'ailleurs souvent c'est plutôt les mamans qui viennent assister au webinaire et qui sont intéressées par une formation, et leur conjoint ou conjointe, en général c'est plutôt le conjoint, n'a pas assisté au webinaire et ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et donc si vous voulez que je réponde à vos questions, que je réponde aux questions de votre conjoint, si vous voulez me parler de votre situation propre et de me demander si ça serait adapté ou pas, que vous soyez professionnel ou que ce soit pour vos enfants, on peut en parler, je serai totalement honnête. C'est-à-dire que je reçois souvent des messages me dire, bah oui, mais alors moi j'ai un fils de 8 ans, mais il maîtrise pas ci, il maîtrise pas ça, est-ce que ça lui serait utile ou pas? Et à ce moment-là, je vous montrerai la formation, je vous montrerai ce qui sera utile ou pas à votre enfant, et je vous dirai très franchement, si c'est pas adapté à la situation, non, allez chercher autre chose. Et je pourrais aussi vous proposer du coup d'autres ressources qui conviennent mieux. Alors, 2 questions intéressantes. Est-ce que ces formations nécessitent l'achat de matériel? Alors, je vais arrêter mon partage, arrêter ma présentation pour vous montrer 2-3 choses. En mathématiques Montessori, effectivement, il y a du matériel que l'on utilise. Alors, je vais vous montrer certaines choses. Comme ça, vous verrez aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur de la formation. Alors, dans le système décimal, justement, on va travailler, pardon, je coupe les sons, on va travailler avec le matériel du système décimal, donc ce qu'on appelle le jeu de la banque, les perles dorées. Vous avez des perles unités, des barrettes de 10, là c'est ce que je tiens dans la main, des plaques de 100, des cubes de 1000.
ça, on peut les fabriquer soi-même. Donc, ça réduit considérablement les coûts. On peut acheter les perles simplement. Et je vous guide exactement sur ce dont vous avez besoin, si c'est en classe, si c'est avec un enfant, si c'est chez vous, etc. Oui, je vous précise que vous pouvez le voir là, en fait, toutes les vidéos de présentation ont été tournées en conditions réelles. C'est-à-dire que c'était réellement euh, la présentation que je faisais à notre fils, ici Stanislas, au moment de lui présenter pour la première fois, voilà, ces concepts, ces notions. Et donc, vous le voyez grandir d'ailleurs dans la formation, il est plus âgé à la fin qu'au début, forcément, parce que ces vidéos se sont étalées sur un certain temps. Donc, vous avez ça. Pour tout ce qu'il est possible de faire en matériel plastifié, je vous le fournis. Par exemple, ici, les symboles du système décimal. Cela, je vous fournis le fichier, il n'y a aucun souci. Euh, donc, tout ça, on travaille avec les mêmes choses. On utilise des tables de Séguin, même chose. Voilà, les tables de Séguin, c'est pour apprendre. Ah oui, non, il faut que je vous montre avec les symboles, sinon vous ne verrez pas le matériel. Voilà. Vous voyez ces grandes plaques? Eh bien, justement, je vous fournis un tutoriel pour vous expliquer comment le fabriquer, avec quelques planches de médium. Donc voilà, vous avez à chaque fois donc, des téléchargements, les symboles, les chiffres pour les tables de Séguin. Pour toute la mémorisation de l'addition, vous avez encore plein de choses ici. Vous avez tout le matériel à télécharger ici. Parce que tout ça, on peut le trouver, vous l'avez vu dans mes diapos, ma présentation, on peut trouver les tables pour travailler les tables d'addition en bois. Moi, je vous encourage à les travailler tout simplement, je vais vous montrer, avec du matériel plastifié ou non plastifié, parce que ça glisse moins d'ailleurs. Vous voyez, ça fonctionne extrêmement bien de la même façon. Et ça, je vous fournis tout le matériel. Il y a juste à l'imprimer et de temps en temps à plastifier. Voilà, donc tout ça, ça se fabrique très simplement. Et puis, il y a deux autres types de matériel importants. Ici, on voit l'addition avec les timbres Montessori. On peut les acheter. On peut aussi les faire soi-même. Là, c'est un mix, c'est-à-dire que j'ai acheté les petits carrés de contreplaqué déjà découpés et je les ai peints et j'ai écrit les chiffres moi-même dessus. Et puis, il y a un boulier Montessori. Moi, j'ai pris un simple boulier Ikea que j'ai modifié et que j'ai transformé en boulier Montessori. Donc, je vous encourage à chaque fois que c'est possible à justement faire de façon économique. Donc, voilà en ce qui concerne le matériel. S'il y a un matériel qui est vraiment indispensable, c'est le jeu de la banque. Mais on peut aussi le fabriquer à moindre coût. Alors, l'autre question que j'avais vue. Ah oui, n'y a-t-il pas trop de risque qu'un enfant s'ennuie si on travaille les maths à son rythme avec l'approche Montessori que vous proposez? C'est un peu l'éternelle question. C'est un peu la grande difficulté du co-schooling. Dans le co-schooling, moi, je recommande. Il y a trois façons de procéder. Première façon, mon enfant n'a pas compris quelque chose, je lui montre d'une autre façon. Typiquement avec la pédagogie Montessori, pour clarifier les choses. Du coup, il n'y a aucune concurrence avec l'école. Au contraire, il va encore mieux réussir à l'école parce que du coup, il aura compris. Deuxième possibilité, je ne travaille avec l'enfant que des choses qu'il ne verra jamais à l'école. Par exemple, je fais énormément d'histoire, de géographie, de sciences naturelles, de façon différente de ce qu'il fait à l'école. Il apprend d'autres choses. Il n'y a pas de concurrence. Troisième possibilité, je veux m'assurer que mon enfant qui est à l'école comprenne bien certains concepts. Et de même qu'il y a des parents qui apprennent à lire à leur enfant pendant les vacances d'été, avant, parce qu'ils savent par exemple que le futur enseignant de leur enfant utilise une méthode semi-globale, préfèrent poser des bonnes bases, ils commencent à poser les bases pendant l'été, et du coup ensuite l'enfant raccroche les wagons tout simplement, et il s'en sort bien. Il n'y a pas de souci particulier. Un enfant qui s'ennuie en classe, euh, dans ces classes qui sont encore, entre guillemets, des petites classes, souvent il y a plein de possibilités. S'il a un fichier de mathématiques, comme dans la plupart des classes, un fichier, c'est en fait un livre d'exercice de l'élève. Eh bien, il va faire son fichier
tranquillement. Quand il a fini sa fiche, typiquement, ce que les enseignants proposent, c'est qu'un enfant qui a fini plus tôt puisse aller prendre un livre dans la bibliothèque de classe ou puisse sortir un de ses propres livres. Parce que dans ces classes-là, on aime bien encourager la lecture. D'accord. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir directement avec l'enseignant, sans avoir besoin d'expliquer, on a déjà vu ça à la maison, mais juste, voilà, mon enfant avance bien en maths, j'ai un peu peur qu'il s'ennuie, est-ce qu'il peut faire autre chose quand il a fini? Voilà, donc il y a des solutions et tout dépend encore une fois si l'enfant a des difficultés ou pas à l'école. D'accord, merci. De rien. Cathy, pourra-t-on revoir la vidéo, l'enregistrement de la conférence? Oui, absolument. À partir de demain, il y a un enregistrement qui sera disponible. Vous recevrez un mail dans la journée qui vous indiquera le lien. Donc, si vous avez raté un morceau, vous pourrez le voir ou vous pourrez revoir un passage si non, vraiment, les nombres qui s'écrivent sous forme d'ensemble vide, c'était trop pour vous. Vous pourrez revoir ça demain ou le montrer à votre conjoint, à votre conjointe si vous le souhaitez aussi. Alors, connaissez-vous une formation similaire pour l'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe? Oui et non. Alors, je propose moi-même une formation langage Montessori, qui, de la même façon d'ailleurs que calcul, s'adresse en théorie en Montessori aux enfants entre 3 et 6 ans, et dans la pratique, couvre le programme de CE1 inclus. Vous retrouvez en fait la même distinction, grosso modo. Alors, dans cette formation Montessori, je vous partage mon écran pour que vous puissiez tout voir. Vous avez donc de même les fondements théoriques avec les différentes méthodes de lecture, etc. Le début de l'écriture, la lecture du mot, et il y a une introduction à l'orthographe qui démarre dès le module 4, avec tout un travail donc sur les dictées muettes, les pochettes des graphèmes, les règles d'orthographe phonétique. C'est là qu'on va apprendre par exemple que on s'écrit OM lorsqu'il est suivi de M, B ou P. Euh, Là-dedans, il y a aussi les syllabes ouvertes et fermées qui vont influencer l'orthographe. Encore une fois, on va travailler ça aussi avec les dictées muettes. Dans la lecture de la phrase, on introduit la grammaire puisqu'on introduit les explications sur les majuscules, les points, la structure de la phrase, le nom, tout ce qui est singulier, pluriel. On introduit le déterminant. Du coup, on introduit les accords, hein, les phrases à ponctuer, l'adjectif qualificatif, le groupe nominal, le verbe. Et on poursuit la grammaire avec masculin, féminin, des tris de grammaire autour de masculin, féminin, singulier, pluriel, etc. Les notions de déterminant défini ou indéfini. Le jeu du détective, c'est sur les adjectifs. Le jeu de la feuille aussi. Euh, et une introduction aux boîtes de grammaire et au petit livret rouge de conjugaison. Donc on voit pas tout en grammaire, on voit pas les adverbes, on voit pas les prépositions, les conjonctions, les pronoms, on ne les voit pas encore. Il y a deux, trois choses qu'on ne voit pas encore en grammaire, mais c'est une grosse introduction à la grammaire. Sinon, effectivement, en Montessori, la suite, c'est ce qu'on voit en 6-12 ans, où on voit vraiment toute la conjugaison, toutes les autres natures de mots dont je vous ai parlé là, adverbe, conjonction, préposition, interjection, pronom. Et puis, on voit aussi l'analyse des fonctions et l'analyse, euh, je suis désolée, c'est ça, Logique. des propositions, l'analyse logique. Voilà. On voit aussi l'analyse logique. Donc ça, c'est plus en 6-12 ans. Alors, pour répondre à Noémie, oui, effectivement, je pense proposer aussi des formations de maths langage 6-12 ans, donc qui correspondront plus au programme CE2, CM2, enfin, même oui, CE2, 6e, puisque le cycle 3 se finit en 6e. Alors, mais c'est pas, voilà, c'est pas d'actualité. Ma priorité est de travailler sur une formation 0-3 ans, sur laquelle je suis en train de travailler, mais c'est ce qui viendra après, effectivement, les formations 6-12 ans. Alors, Anne, vous me demandez aussi, merci pour ce webinaire, la progression Montessori est-elle compatible avec les cahiers Kumon en anglais? Alors, en anglais, ça sera un peu dommage. Ah, ben voilà, nous sommes en IEF, en voyage, et notre fils demande à travailler les maths en anglais. Je sais que vous n'aimez pas mélanger les méthodes. Que diriez-vous de ce mélange? Alors, les cahiers Kumon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. C'est plutôt, d'ailleurs,
Alors, en tout cas, de ceux que je connais, c'est plutôt ce qui correspond à un niveau maternel, si je ne dis pas de bêtises. Programme de maternelle de l'éducation nationale française. À moins que vous pensiez que vous connaissiez des cahiers plus avancés. Et oui, il a 4 ans, oui. Alors, effectivement, alors il y a des choses d'ailleurs qui ne sont pas spécialement liées aux maths, hein. Je suis en train de reprendre parce que je sais qu'ils sont à la librairie des écoles en français, pour le coup, mais je pense que ça doit être très similaire avec ce que vous connaissez. Euh, Attendez, je recherche. Voilà. Euh, Ah, on dirait qu'ils n'ont que je colle, je plie. Pourtant, il y a plein d'autres choses dans la méthode Kumon, mais voilà, il y a des choses sur coller, plier, qui sont pas forcément liées aux mathématiques. Ça développe plein de compétences différentes, hein. Ah bah non, la librairie des écoles, on dirait qu'ils n'ont que ça. Alors, avec la méthode Kumon, j'essaie de voir jusqu'où ça s'arrête. Mais j'ai peur que ce soit surtout le démarrage des mathématiques. Ça part essentiellement du concret. Voilà. Et donc, je regarde. Parce qu'en anglais, je pense que ça va être en français où ça a été traduit jusqu'à un niveau assez faible. Alors que, je suis en train de regarder rapidement, j'ai l'impression que ça évolue ensuite, qu'il y a plus de choses derrière. Euh, c'est une excellente question. Je préfère y réfléchir. Euh, je préfère y réfléchir parce que, alors j'essaie de voir un petit peu ce qui est compatible et pas compatible. Par exemple, entre Montessori et Singapour, compatible à 90%, quoi. Et au contraire, les deux peuvent s'enrichir même. Kumon, j'ai un petit doute. Parce que justement, je connais plus les choses qui sont vraiment pour tout petit et qui n'ont pas énormément de maths dedans. Parce qu'en français, il y a très peu de choses qui ont été traduites. Je préfère pas vous dire de bêtises. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer en privé, c'est-à-dire juste à moi votre adresse mail. Et puis, si vous voulez, je vous réponds demain. Comme ça, genre, je regarde un peu plus en détail. Cathy, vous dites bonne soirée, il se fait tard pour moi. Merci beaucoup pour cette conférence, mais de rien, c'est un plaisir. Mélanie, nous vous remercions pour le temps consacré à expliquer toutes ces notions, c'est très intéressant. Bah, tant mieux, parfait. Merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié et que voilà, j'espère vous avoir apporté aussi un autre point de vue sur les maths, un autre éclairage sur les maths. Peut-être vous avoir appris 2, 3 choses intéressantes. Vous connaissez maintenant Nicolas Bourbaki, vous pourrez frimer en société. Vous connaissez la théorie des ensembles et comment on définit les nombres. Plus difficile pour frimer en société, ça. Mais voilà, j'espère que vous retrouverez cette idée que les maths sont un plaisir. Ah oui, alors, je suis lamentable en communication et marketing. C'est là où on voit que ça, c'est pas mon domaine. Je vous ai même pas mis le lien vers la formation calcul. Bon, je vous l'enverrai par mail de toute façon demain, en même temps que l'enregistrement hein, de la séance. Mais voilà le lien vers la formation calcul. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous de 20 minutes pour discuter avec moi, voir si c'est adapté à votre situation, je vous mets un petit lien vers mon calendrier. J'ai prévu 3 soirées où je peux répondre à vos questions. Voilà. Donc comme ça, vous avez tous les éléments. Eh bien écoutez, je vous propose de nous arrêter là. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Et puis, voilà, j'avais déjà proposé un webinaire pour vous réconcilier avec les maths. J'espère que là, ça aura contribué aussi à ça. Ah, Lorraine, merci. Tu dis merci Anne-Laure, formation au top. Je l'ai utilisée pour 2 de mes enfants et l'utilise encore pour 2 autres. Ah, ça me ravit. Je vois d'ailleurs plusieurs de mes stagiaires là dans les noms. Merci à vous d'être là aussi ce soir.
Eh bien, bonne soirée et j'espère que vous pourrez apprendre plein de choses en maths à vos enfants ou à vos élèves. À bientôt!